Bonjour et bienvenue dans ce cours d'enseignement scientifique partie physique-chimie. Nous allons corriger l'activité concernant les allotropes. Alors ici vous avez un document. La première chose c'est de le lire. On y trouve quelques éléments intéressants que vous devez pouvoir isoler. Donc on a la masse du fer qui nous est donnée. Donc un atome de fer, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut la masse suivante. Donc 9,27 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc ça c'est le genre de choses qu'il faut que vous rassembliez. Pareil, vous avez ici marqué son rayon. Il n'y a pas d'égalité, donc c'est à vous de faire la suite logique. Donc le rayon du fer, lui, est de 126 picolomètres. Ok. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs données. Alors, on a un document qui ne sert à rien, qui est celui-ci. Le document ici qui présente différents types de fer allotropiques. Il est là pour alimenter le background, le lore de l'exercice. Et le document 3, lui, il est là parce que vous n'êtes pas censé savoir faire chacune des représentations. Donc justement, moi je vous propose de répondre à ces questions en utilisant un tableau. Donc on va le faire tous ensemble. On va représenter deux mailles élémentaires supplémentaires, ce qui signifie qu'on va devoir travailler finalement sur les trois mailles. Donc faisons-les tout de suite. Nous avons les cubiques simples, cubiques à face centrée et cubique centré. N'oubliez pas que cette dernière, la cubique centrée, il n'y a pas grand chose que vous devez savoir faire dessus. Donc on va commencer par faire les dessins. Donc j'ai les trois mailles. Maintenant, je vais y mettre les atomes. Et pour la cubique centrée, elle est donnée dans l'énoncé. Pas besoin de s'en préoccuper. Donc ici, on a la perspective cavalière. Ça, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? De dénombrer le nombre d'atomes N1, N2, N3. Donc on va juste caler les choses. On va dire que ça c'est 1, 2, 3. Et on va rester là-dessus. On a N de I. Bon là c'est moi qui décide de le noter comme ça, mais voilà. Combien ça vaut ici? N1. N1 il vaut 8 fois 1 huitième. Et donc ça on va le noter 1 atome par maille. Ici, nous avons N2, qui est égal à 8 fois 1 huitième, plus, ici, les éléments que je suis en train d'entourer sont des demi. Si vous n'êtes pas convaincu par le fait que ce soit des demi, je vous invite à regarder la fiche d'aide. Donc, comment j'ai fait? Eh bien, je sais que, par exemple, ce que je vais surligner ici en jaune, je sais que 6 fois 1 demi, en fait c'est parce que j'ai compté 6 positions qui sont au milieu des faces. Donc au milieu des faces, je cherche au centre de la maille élémentaire, non, au centre d'une face. Ah, voilà, c'est bon. Au milieu d'une face, donc il a été coupé qu'une seule fois. On voit ici, la coupe elle est ici, d'accord, entre les deux. Et on voit que ça compte pour 1 demi. Et j'en ai 6 fois 1 demi, d'accord. Voilà comment j'ai fait. Même principe pour la cubique centrée. Cette fois-ci, nous avons N3 est égal à 8 fois 1 huitième. Plus quoi? Plus 1 au centre. Alors 1 au centre, comment on fait? Je regarde au centre de la maille élémentaire. Oui, il n'a été coupé 0 fois. C'est vrai, il est entier à l'intérieur de la maille. Donc c'est bien une sphère. Et cela compte pour 1. Donc je vais faire 8 fois 1 huitième plus 1. Et cela me donne 2. Et on n'oublie jamais les unités. Atomes par maille. Et voilà, donc là, c'est le truc de base, on sait combien on a d'atomes avec nous. Donc on sait sur quel pied danser. Maintenant qu'on sait ça, on va répondre à l'autre question. L'autre question, c'est donner la masse respectivement des mailles élémentaires. Donc, je vais me permettre de faire une case supplémentaire pour que vous compreniez un petit peu.
cette case-là ne dépend pas. Donc ça, ne dépend pas de la nature de la maille. Jusqu'à présent, nous avions des résultats qui étaient tous différents. Là, la masse d'un atome de fer ne change pas selon comment on empile. Vous prenez des oranges. Vous les empilez d'une certaine manière. Vous les empilez d'une autre manière. Vous les empilez encore d'une troisième manière différente. Vous avez 3 types d'empilement différents. La masse de l'orange, l'unité constitutive de votre empilement, n'a pas changé. Donc ici, nous récupérons la valeur qui est notée dans l'énoncé. La voici. Et en revanche, nous devons maintenant calculer la masse de la maille. Alors, cette fois-ci, les mailles leurs masses vont dépendre de l'agencement. Donc on va s'attendre à avoir 3 valeurs différentes. Je me suis un petit peu avancé en faisant cette ligne horizontale parce que, vous allez voir, on va faire un peu de calcul. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La masse de la maille 1, c'est N1 fois la masse de Fe. J'ai des billes qui pèsent 1 gramme. J'ai un sachet de 4 billes. Combien pèse l'ensemble des billes? 4 grammes. Vous multipliez la masse d'une bille par le nombre d'entités. Ben là, c'est le même principe. Vous avez combien de billes? Vous en avez une seule, parce que nous savons que N1 c'est un atome par maille, donc on en a un seul. Et vous savez, la masse du fer est déjà connue. Donc cette fois-ci, on ne s'embête pas trop. Ok, on a obtenu la masse de la maille 1. Et voici le résultat que nous obtenons. Donc là, rien de plus simple. On a la masse de chacune des mailles. Maintenant, on passe à autre chose. Je vais vous demander, parce que la question 4, elle est un peu plus costaud. Donc on a répondu à la question 2 ici, la question 1 ici. La question 4, elle est un peu plus costaud, elle vous demande de réfléchir sur plusieurs choses, qu'on appelle une résolution de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que identifier à quelle maille cubique appartient le fer gamma en s'appuyant sur une masse volumique, c'est pas juste je prends des masses volumiques et puis je m'amuse avec. Non, non, non. C'est plein de calculs qui peuvent vous amener à y arriver. Une des questions que vous pourriez vous poser, c'est comment je sais que c'est plusieurs calculs qui peuvent m'y amener. Alors, nous avons fait un cas typique sur l'aluminium. L'activité que nous avons remplie sur l'aluminium, on a amené votre raisonnement à petit calculer la masse volumique de l'aluminium. Là, c'était important que vous sachiez réinvestir ces compétences. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une masse volumique. Alors, une masse volumique, le réflexe que vous devez avoir, donc, c'est de trouver la relation entre A, le paramètre de maille, et on va devoir trouver le lien entre A et R. Voilà. Donc, ce lien, quel est-il? Eh bien, il va dépendre de chaque maille. Car, en effet, dans le premier cas, la relation entre A et R, pour la connaître, dans le cas d'une maille cubique simple, on va regarder le contact entre deux atomes, et le contact entre deux atomes est assez simple, c'est le long d'une arête. Et l'arête, on connaît sa longueur. Donc nous avons en même temps ici un rayon d'atome, un deuxième rayon d'atome, et on sait que le tout fait A. Donc nous obtenons l'égalité A égale 2R. Et cela est valable pour A en cubique simple. Attention, je maintiens et je souligne. Maintenant, ACFC ne sera pas le même. La relation entre un paramètre de maille CFC et le rayon de l'atome qu'il constitue ne sera pas le même. Alors justement, comment faire? Donc on regarde là où se touchent les atomes. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que c'est selon la diagonale, ils se touchent. La diagonale, elle vaut combien de fois le rayon? On l'a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc 4 fois R. Attention, je sais que certains d'entre vous seraient un peu rapides en besogne et voudraient noter ça 3R. Parce qu'ils voient finalement 3 cercles se dessiner.
Un cercle complet, c'est bien 2 rayons, puisque c'est un diamètre. Ok, qu'est-ce que nous dit Pythagore pour relier A, qui est un côté d'un triangle, et R, qui est, D, qui est la diagonale d'un carré. La diagonale d'un carré, vous savez, c'est un triangle rectangle isocèle. Donc ici nous avons A, ici nous avons A, et nous avons D. Qu'est-ce que nous dit le théorème de Pythagore? Je sais que ça fait un petit peu longtemps. Alors je pourrais vous faire tout le théorème, je vais juste vous énoncer la formule. La formule du théorème de Pythagore, c'est le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés. Les deux autres côtés au carré. Donc, voilà ce que nous obtenons. On peut factoriser. On obtient alors d carré est égal à a carré fois 2. A carré plus a carré, c'est bien 2a carré. Et on a aussi cette relation-là qui nous permet de relier d à r. Donc, on remplace d par 4r au carré est égal à 2a carré. Voilà qui nous donne la relation entre R et A. Pour la dernière relation, celle en cubique centré, vous n'êtes pas censé la connaître. Donc celle-ci, c'est cadeau. Vous n'êtes pas censé la connaître. Alors dans l'énoncé, comment vous faites du coup? Comment vous faites? Parce que tout simplement, on vous donne A. Donc ici, nous allons donner A. On va le calculer. Donc à présent, combien vaut A? Alors je rappelle juste que ici c'est ACFC. Très important. Donc ici, que vaut A de I? Donc, pareil, il va changer à chaque fois. Ça c'est vraiment attention. Le paramètre de maille. Change pour chaque maille, chaque type de maille. Donc, pour le premier, c'est 2 fois R, donc 2 fois 126 picomètres. 126 picomètres, c'était le rayon, c'était 2. Donc là, nous savons que ça fait 252 picomètres. Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait isoler A pour directement obtenir A. Donc, du coup, on isole A. Alors, comment on fait pour isoler A ici? On va diviser par 2. C'est la première chose que nous allons faire. Je réécris la formule. C, F, C. On ne complique pas les maths. Notre objectif, c'est d'obtenir A tout seul. Donc, on enlève 2. On enlève en divisant. Théorème du schlag-schlag. Je prends un arc-en-ciel. Bam, schlag-schlag. Ok, on obtient 4R, le tout au carré, divisé par 2 est égal à A carré. Donc là maintenant il nous reste un exposant qu'il va falloir enlever. Donc pour enlever un exposant, on va appliquer une nouvelle opération. A2 au carré. Qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser la racine carrée. Et si on la met tout est sous le chapiteau ici. Donc tout ce qui est à gauche est sous racine, donc tout ce qui est à droite est sous racine. Et qu'est-ce que ça nous fait? Racine carrée de A carré, ça nous donne A. Donc, on a l'expression qui nous permet d'obtenir A. Cela nous donne A2 est égal à racine de 4 fois 126 picomètres. Le rayon n'a pas changé. On voit bien que c'est l'expression du tout qui a changé. Et le tout divisé par 2. Et cela nous donne 356
picomètres. A3, on va le faire en 2 secondes, puisque c'est donné dans l'énoncé, c'est 291 picomètres. Voilà pour les A. Donc, si je voulais compiler toutes ces informations, je vais reprendre ailleurs. Okay. Donc nous avons A1, A2 et A3. Ici c'est 252. Ici c'est 356. Ici c'est 291. À chaque fois, on rajoute les unités. Et maintenant, on vous demande, si vous suivez, bien sûr, ce qu'on avait fait sur l'aluminium, ce qui a été demandé juste après avoir déterminé le paramètre de maille, c'était le volume de la maille. Pour calculer un volume, ça dépend de la géométrie de ce volume. La géométrie des mailles que nous étudions tous ensemble sont des mailles cubiques. Donc, ce sont des cubes. Donc, V maille 1 est égal à A1, mais le tout au cube. Donc à chaque fois, nous allons prendre le paramètre de maille qui correspond et nous allons l'élever au cube. Donc ça, c'est une manière d'obtenir un volume de cube. Comment on va faire ce calcul? Eh bien, on va faire 252 picomètres. Ça, c'est A1. Donc si ça, c'est A1, il me manque juste les parenthèses. Et 3. Pareil ici. Je mets les parenthèses, je mets 3. Et je mets 356 picomètres. Une fois que c'est fait, comment ça marche? Une puissance, ça se distribue quand c'est multiplié. Donc à chaque fois, on aura le chiffre qui sera au cube, mais aussi l'unité qui sera au cube. Donc on va avoir 252 au cube, facile, ça se fait à la calculatrice. Et des picomètres cubes. Picomètre cube, du coup, c'est une unité de volume. 356 puissance 3, c'est pareil, c'est quelque chose qui est donné par la calculatrice. 291 puissance 3, c'est pareil, c'est quelque chose qui est donné par la calculatrice. Et voilà, nous avons les 3 volumes. Qu'est-ce qu'on nous a demandé depuis le début? On nous a demandé d'accumuler M de la maille, V de la maille, et on sait que le tout, si on le met correctement, ça nous donne la masse volumique du coup de chaque allotrope du fer. La masse volumique, je rappelle que c'est la masse d'une maille sur le volume d'une maille. Du moins, on peut la définir comme ça. Donc on va prendre à chaque fois le bon chiffre qui va bien pour chaque masse volumique différente que l'on va exploiter. Alors, pour la première, on va prendre du coup la masse volumique, la masse de la maille 1, divisé par le volume de la maille 1. Combien ça nous donne ça? Bon, déjà ici on a vu que ça nous donnait à peu près 16 millions de picomètres cubes. Je sais parce que je l'ai encore en tête. La masse de la maille 1, on l'avait trouvé ici. 9,27 x 10 puissance moins 26 kg. 9,27. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quelque chose qui est proportionnel à du 5,8. D'accord? Fois 10 puissance quelque chose. Là, vous devez savoir faire ce travail de conversion. Je ne vais pas le faire, vous verrez pourquoi. Picomètre, puissance moins 3. D'accord? Premier exemple. Deuxième exemple. Si vous êtes sûr de vous, vous pouvez très bien tout faire ainsi. Dire ok, maintenant que j'ai tout compilé,
je vais à l'essentiel. Et en allant à l'essentiel, vous trouverez qu'à un moment donné, on a 8,2 fois 10 puissance quelque chose, kilogramme, kilomètre-3. Ce qui est surtout intéressant en faisant ça, c'est que vous voyez déjà une valeur qui nous intéresse. Parce que je rappelle que la question 4, elle tourne autour du fer gamma. Le fer gamma, si vous avez lu le document 1, que j'ai remis à disposition ici. Donc, en sachant que maille cubique appartient le fer gamma. Quelle maille cubique? Donc fer gamma, on regarde ici. Du coup, le fer gamma, qu'est-ce qui se passe? Si 8,20, et c'est le seul. Donc ça veut dire déjà qu'on a résolu ce problème. On sait que le fer gamma, a priori, en calculant tout ce qu'on a calculé, ce serait celui-là. Voilà, j'ai oublié les picomètres cubes. Kilogramme, picomètre cube. Et ici, nous obtenons 7,5 fois 10 puissance quelque chose. Si on convertit correctement, ça peut être donner des trucs plus intéressants. En tout cas, on voit que ce rapport-là ne sert à rien, ce rapport-là ne sert à rien. C'est le seul rapport qui est intéressant. Et du coup, on peut en conclure que c'est celui-ci qui nous donne le fer gamma. Voilà comment raisonner. Maintenant, en faisant les unités, vous aurez tous les arguments avec vous. Voilà ce qui marque la correction du premier exercice.